Bonjour, alors je vous propose de travailler sur un argumentaire sur le score et le DEPC. Alors, on va faire comme ça, on va commencer par le DEPC. DEPC qui veut dire donc diagnostic énergétique point de contrôle. Donc, l'idée pour ce diagnostic, c'était de partir un peu comme sur un diagnostic automobile, où c'est-à-dire il y a une grille, un certain nombre de points à contrôler pour voir si on passe ou pas le contrôle technique. Et donc, on a fait ça un petit peu pour le bâtiment. Donc, dans les ordres de grandeur, on a à peu près 25 ou 26 items, je crois, qui sont contrôlés de mémoire. Et en tout, 150, 160 questions, un peu plus peut-être maintenant, qui vont être contrôlées. Et donc, sur ce rapport, on va avoir essentiellement des photos et des commentaires de ce qui a été contrôlé et visité. Donc, on va avoir, bien sûr, là, je prends l'exemple du mur intérieur où on va voir la performance, s'il y a de l'isolation, combien d'isolation, et éventuellement quelques commentaires avec également les images. Et on va pouvoir se rendre compte ben voilà, que ce mur-là, par exemple, il y a un peu d'isolation, on a une dizaine de centimètres d'isolation, et là on a la composition du mur, et cet autre mur où on ne va pas avoir d'isolation. Voilà, donc c'est ce que je disais, 25-30 éléments contrôlés, et à peu près un peu plus de 150 questions. Le clou du sujet, c'est plutôt le score, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Donc le score qui est une méthodologie qu'on a déposée, on a déposé la marque, c'est pour ça qu'on a le petit R du score, et qui veut dire, comme tout acronyme, c'est un truc un peu idiot, suivi et création d'opportunités pour la rénovation énergétique des bâtiments. Donc voilà, c'est l'outil qui va être le compte-rendu, le plan d'action, et qui va servir de base à la pédagogie, puisque l'idée de notre accompagnement sur le diagnostic énergétique, c'est d'apporter de la matière aux maîtres d'ouvrage qui vont être les décideurs et de leur dire, voilà, vous avez plusieurs options, vous allez pouvoir choisir entre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Pour nous, on imagine que celle-ci est plus adaptée, mais finalement, on leur apporte suffisamment de matière pour que, en connaissance de cause, ils puissent dire, ok, ce qui nous convient, c'est ça, et puis c'est pas ça. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie plutôt qu'un audit énergétique qui va tracer une trame, un carcan, et du coup comment dire, le maître d'ouvrage aura le choix de suivre ce carcan et puis c'est tout. Euh, Puisque même, comment dire, même les résultats sont, comment dire, sont apportés sous forme de bouquets de travaux. Un bouquet à moins 40, un bouquet à moins 50 et un bouquet à moins 60. Donc on a un bouquet à 1,5 million, un bouquet à 2,4 millions, et puis un bouquet à plus de 3 millions de travaux. Et si le maître d'ouvrage il n'a pas 1,5 million pour faire le premier bouquet de travaux, bah, il ne sait pas ce qu'il fait dans quel ordre, quoi. Enfin, donc ce carcan-là, nous on le fait sauter en travaillant plutôt sur élément par élément. Ce qui n'empêche qu'il y a certains travaux où on peut le mentionner, on va dire, bah, si vous faites celui-ci, c'est pertinent de faire aussi celui-ci à côté, ça marche ensemble, quoi. Vous isolez vos murs, vous avez du simple vitrage, faites les deux en même temps, puisqu'on aura besoin de faire des tableaux, c'est-à-dire des retours en placo-plâtre ou avec une finition autour des, comment dire, des menuiseries, cette jointure et tout ça. Et si on ne le fait pas en même temps, ben, il faudra recasser pour refaire. Donc ça a tout son sens de le faire en même temps. On a d'autres travaux, bien sûr, qui fonctionnent avec des bouquets de travaux. Donc ça, le score, on va noter qu'il y a à peu près 5 parties dans le score. Première partie, présentation. Deuxième partie, c'est la notation des éléments qui ont été contrôlés. Et c'est là où on va parler du scoring avec 3 lettres, A, B, C. Ça, c'est dans l'inconscient collectif. A, vert, on est bon. B, jaune, orangé, bah, c'est moyen. Et puis C, en rouge, bah, là, on est mauvais et on va travailler essentiellement sur le C. Donc ça, pour tout le monde, c'est assez clair et on est dans cette lignée d'outils didactiques, en fin de compte, de simplifier, d'avoir un discours pas simpliste, mais un discours accessible pour des gens qui ne soient pas experts. On va avoir la proposition du plan d'action, donc un plan d'action avec un certain nombre de lignes, et on va apporter un certain nombre d'éléments dans cette action, justement pour vous dire euh, qu'est-ce qui est intéressant sur cette action et qu'est-ce qui ne l'est pas, l'intérêt d'aller là-dessus, pourquoi on le priorise, et ainsi de suite, avec une partie commentaire. Ensuite, on va voir les fiches actions. Et dans les fiches actions, donc on va prendre travaux par travaux ou action par action, et on va détailler
s'il y a plusieurs options possibles. Donc c'est l'idée d'apporter de la matière, de la connaissance auprès du maître d'ouvrage. Donc vous souhaitez aller plus loin, ben, vous allez voir ces fiches actions sur la chaudière à condensation, cette fiche action sur la pompe à chaleur, cette fiche action sur l'éclairage intérieur. Et ensuite, on a un certain nombre d'annexes. Et là, les annexes, c'est plutôt pour apporter des données générales sur des thèmes très larges. Donc là, on n'est pas sur l'action même, on est plutôt sur de la connaissance globale sur les économies d'énergie. Alors, ça se présente comme ça. Donc là, j'ai pris un exemple d'un école et collège. Alors, on ne va pas voir toutes les slides, bien sûr, mais première, une présentation de l'ordre du jour, en fait, si je puis dire, de cette présentation, puisqu'on va, ce qu'on va avoir dans le score. Sur la partie présentation, donc on commence par rappeler ce que c'est que les déperditions de chaleur. Bon, donc là, on va s'occuper du bâti et à rappeler que dans un bâti qui serait très haut comme celui-ci, donc un immeuble, les déperditions sur le toit terrasse sont beaucoup moindres que si on est sur un bâtiment plus étalé. Alors bien sûr, ces données qui sont sorties en termes de pourcentage de déperdition de chaleur sont données par des modèles qu'a constitué l'ADEME et ils ne reflètent en rien la réalité du bâtiment sur lequel on visite. En fait, il faudrait faire un audit énergétique pour avoir un détail plus précis. Mais on a des ordres de grandeur. C'est vrai que si un bâtiment n'a jamais été isolé, que c'est une poissonnerie énergétique, que c'est un bâtiment qui est étalé, eh bien, on se rapproche de celui-ci, c'est-à-dire isoler les combles, si ça n'a jamais été fait, ça aura un impact beaucoup plus intéressant qu'isoler le plancher, puisque la chaleur elle monte tout bonnement. Et donc là, on est à 30%, on va travailler sur 30% des déperditions, alors que là, on va travailler sur 5% des déperditions. Donc voilà ce que ça veut dire. Et donc ça permet de redonner un peu les ordres de grandeur. Dans la lignée, on a une deuxième slide qui est intéressante, c'est la slide des consommations d'énergie par activité. Donc là, bien sûr, on a un Excel et on peut changer l'enseignement. Donc j'ai gardé enseignement, mais on peut faire du médico-social, on pourra trouver des bureaux, on pourra trouver voilà, à peu près tous les corps d'activité tertiaire. Le CEREN, qui est la base de données du ministère de l'Environnement, a fait un énorme travail là-dessus. Et donc, on a toute la base de données et on se sert de ça. Donc là aussi, l'audit énergétique peut être plus précis, mais disons, comme il y a eu cette base de données, il y a eu plus d'une centaine d'établissements d'enseignement, je pense, qui ont été pris en compte dedans. On a une vision qui n'est pas déconnante et qui dit, en gros, pour le chauffage, alors je vais l'agrandir un peu, pour le chauffage, 66% des consommations énergétiques, plus exactement pour l'enseignement, 66% des consommations énergétiques sont à ramener au poste du chauffage et donc à l'intégralité du bâti. Et donc dès qu'on va isoler, dès qu'on va remplacer notre chaudière, on va agir sur ces 66%, mais on ne va pas agir sur la facture complète. C'est bien ça qu'il faut comprendre. De même, l'eau chaude sanitaire, c'est 11%. La climatisation, c'est 2%, mais en fait, il y a très peu d'établissements d'enseignement qui ont de la climatisation. Mais dans le sud, les bâtiments dans le sud, ça sera un peu plus de 2%. Et des bâtiments qui sont au nord de la Loire, certainement, il n'y aura pas du tout de poste de climatisation, parce qu'il n'y en a pas besoin. Ensuite, on va avoir la cuisson des aliments. Et puis l'électricité spécifique, dedans, on va avoir toute la partie éclairage et toute la partie consommation informatique. Et enfin, dans le autre, souvent, c'est des consommations de pompes de relevage, de choses qui ne servent pas ou le chauffage ou d'autres postes. On va avoir aussi des ascenseurs ou des monts de charge, ce genre de choses. Donc ça reste anecdotique, on n'en parle pas. Voilà. Et donc rappelez que lorsqu'on fait une action, par exemple de remplacement d'éclairage, et quand vous dit vous avez des tubes LED, vous allez passer au LED, vous avez des tubes néons, vous allez passer au LED, vous allez faire 50% d'économie d'énergie sur ce qu'on change, bien sûr. Et du coup, on touche là à 13% de la facture, mais on ne touche pas à 100% de la facture, bien sûr. Bon, ça paraît évident en le disant, mais des fois, c'est le genre de choses qui peut être intéressante à rappeler. Alors, il y a un sujet que je souhaiterais qu'on aborde à chaque fois qu'on commence la restitution d'un score, c'est la priorisation des actions. Ce que je raconte souvent, c'est qu'autour de la table, on peut avoir plusieurs personnes
qui ont une approche différente. On a un gestionnaire qui va dire, moi ce qui compte, c'est que ça ne me coûte pas cher. On pourrait avoir un deuxième gestionnaire qui dit, bon, le prix c'est une chose, ça m'embête, mais par contre si le temps de retour sur investissement est rapide, on pourrait prendre un emprunt et comme ça, rapidement on va faire comment dire, on va faire des économies d'énergie et des économies financières. On pourrait avoir également un institut ou un professeur qui me dirait non, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout ça, c'est que ça apporte de la qualité de vie aux usagers et qu'on améliore le bien-être des élèves. Et puis on pourrait avoir un technicien qui nous dit moi ce qui m'intéresse, c'est que ça ne me rajoute pas du boulot et que ça soit une mise en œuvre d'appareils qui vont me simplifier mon travail pour que je puisse mieux faire ce que je fais, par exemple. Et donc on est là-dedans. Donc on peut les prendre les uns après les autres. Chaque action qu'on va apporter, on va leur dire, bah, ça va, le gain c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais c'est pas que de l'énergie. Donc le premier, bien sûr, on a mis travaux d'opportunité, c'est des travaux qui vont être très bien financés par des certificats d'économie d'énergie. Les travaux éco-énergie, donc ça c'est le deuxième, bah, c'est les travaux qui ont un fort impact sur les économies d'énergie. On va avoir des travaux qui vont apporter du confort. On va avoir des travaux qui vont apporter de la facilité de gestion. Donc là, on pense à la gestion technique des bâtiments, des choses qui vont automatiser, qui vont être bien sûr beaucoup mieux. On va avoir des travaux dits réglementaires, typiquement pour les établissements qui ont des chaudières de plus de 290 kW de puissance nominale, aller sur une mise en place de GTB au 1er janvier 2025 avec le décret BAX. Mais on peut rencontrer d'autres choses, comme il y a un certain nombre de questions dans le DEPC sur la chaufferie. Par exemple, on voit qu'il y a une chaudière fuel et qu'ils n'ont pas de bac à sable. Le bac à sable est obligatoire dans une chaufferie au fuel. Donc il faut leur dire rajouter. Donc ça, c'est pas je dirais, c'est pas une action qui va permettre de faire des économies d'énergie, mais on le voit, on leur mentionne, et puis voilà. On va avoir des travaux qui vont améliorer la valeur du patrimoine. Donc ça n'a d'intérêt que si l'établissement veut se restructurer et à terme vendre un bâtiment, mais ça arrive. Donc on est dans une grande école, on perd un peu des élèves, on veut se restructurer, on veut peut-être dans 5-10 ans, on supprimera un des bâtiments. Plus exactement, on le vendra peut-être à la commune ou à un tiers. Et donc, mais d'ici là, on va continuer à faire des travaux, donc ça va donner de la valeur. On met des menuiseries neuves, alors que c'est une passoire énergétique, ça va donner de la valeur. Au lieu de le vendre 100, on va le vendre 120 ou 130, donc on récupérera un bout de ce qu'on investit. C'est ça que ça veut dire, cette icône. On a une icône sur des actions qui vont donner du sens, et là, typiquement, c'est tout ce qui est engagement aux éco-gestes. Alors ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais du coup, ça fait partie des actions qu'on pourra pousser. C'est des actions qui sont hors champ des travaux d'économie d'énergie, c'est plutôt l'engagement qu'on va mettre en place. On va avoir des actions qui vont toucher à l'entretien, c'est le nettoyage des VMC, c'est s'il n'y a pas de contrat d'entretien des chaudières, voilà, ça va être ce genre de choses, donc tout ce qui touche à la maintenance. Et puis on va avoir des actions qui vont apporter du confort et améliorer l'aspect sanitaire des occupants. C'est quand il n'y a pas de ventilation, installer une ventilation. Ça va être de passer des néons au LED, dont on sait que l'éclairage est beaucoup plus agréable s'il respecte un certain nombre de critères. Voilà, ça va être ce type d'action. Alors, je continue toujours sur la partie présentation. Donc bien sûr, avant de commencer, on dit ce qu'on a diagnostiqué. Donc là où Energidiag ou nous-mêmes sommes allés réaliser le DEPC, et donc là dans notre cas, vous voyez que l'entièreté des bâtiments c'est tout ça, mais ces deux-là ne faisaient pas partie du contrat. Ça ne veut pas dire que moi je ne les ai pas visités parce qu'ils avaient une question à un moment donné, donc on les a traversés, mais je le rappelle quand même en faisant ma restitution, on avait une légitimité et un contrat sur ces bâtiments-là, pas sur celui-ci. Donc là, j'ai juste parlé de l'éclairage 2 minutes dans ma restitution, mais voilà, on n'a pas de fiches, on n'a pas de choses qui vont l'aborder. Ils n'ont pas payé pour, quoi. Donc on ne va pas leur présenter. Donc on remet, voilà, en termes. Et alors ce qui est important aussi,
c'est que quand il y a plusieurs bâtiments, ils vont nommer leur bâtiment. Ils vont dire ça c'est le bâtiment A, le bâtiment B, ou le bâtiment Roseraie, le bâtiment collège côté rue, ou je sais pas quoi. Et la façon dont ils le nomment, c'est la façon dont on va le retrouver dans le DEPC, et c'est la façon dont on va le retrouver dans le score. Donc il faut, sur cette slide, on indique, bah, ça c'est le bâtiment A, ça c'est le bâtiment D et E, puisqu'on va en avoir besoin par la suite. Je continue, et là on arrive au deuxième et au troisième chapitre du score. Alors le 2 et 3 en fait sont contenus, puisque comment dire, c'est le scoring de l'état existant du bâtiment, et c'est le plan d'action. On les a mis ensemble pour qu'on ait le résultat en haut et puis le plan d'action en bas. Donc, on a deux types de fiches là-dessus. On va avoir les actions communes au site. Donc, on a une feuille qui dit, bah, voilà, sur le site, ça va être l'engagement sur les éco-gestes, ça va être des choses qui vont permettre de faire modifier les températures, ce genre de choses. La mise en place d'une GTB qui se regarde à l'entièreté du bâtiment. Et puis après, on va travailler bâtiment par bâtiment. Donc on reprend le bâtiment en le nommant. Donc ici, c'est le bâtiment DE, pardon. On peut dire les 2-3 choses qu'on a vues et qu'on imagine mettre en place, qui nous paraissent essentielles. Et on arrive sur cette même fiche qui dit bah, le bâti, on le note ABC. Donc vous voyez, l'isolation des combles est bonne, les menuiseries sont très bonnes, les murs ont été très bien isolés, il n'y a pas d'isolation au plancher, on ne pourra pas y faire grand-chose. Et puis là, on reprend avec des commentaires les différents éléments, et on met un plan d'action en face en disant, bah, voilà, l'isolation des combles est très bonne, mais par contre, comme il y a eu du passage, tout a été... ils ont bénéficié de ces 2 œufs, donc ils ont déjà fait des travaux. On ne pourra pas refaire une action de ces 2 œufs là-dessus. Mais par contre, ils ont tout étalé, ils ont fait n'importe quoi, parce qu'il y a des gars qui ont marché. Donc là, on peut leur conseiller de racheter quelques sacs d'isolant et de réétaler un peu, de boucher les trous, si je puis dire. Et ça peut être fait en interne. Voilà, type d'action qu'on va proposer. Et puis après, il y a un vrai sujet sur la chaufferie, sur ce bâtiment. Et donc, on va travailler sur la partie chaudière. Donc ça, je dirais, c'est les fiches classiques du plan d'action. Et après, en fonction, s'ils ont des attentes particulières, on peut être amené à créer un modèle spécifique pour eux. Donc c'est pas, je dirais, sur les quelques scores que j'ai fait, j'ai dû le faire 2 fois sur 6 ou 7. C'est-à-dire, ils avaient une question spécifique, bah, j'ai créé une petite carte heuristique parce que c'est le plus facile à faire. Et donc là, en l'occurrence, c'est un bâtiment où ils ont deux chaufferies. Les 2 chaudières ont 30 ans. Ils n'en peuvent plus, et ils se posent la question de faire qu'une seule chaufferie pourrait organiser le réseau. Et ça tombe bien, ils ont plusieurs problématiques qu'on a pointées dans le diagnostic. Donc là, l'existant, c'est ça. Je monte la slide d'après. Ce qu'ils souhaitent faire, bah, c'est ou passer au gaz, et puis moi je leur propose également de passer sur une pompe à chaleur, donc toujours dans l'idée de pouvoir proposer plusieurs actions. On regroupe les chaufferies au bâtiment A, on va faire pourquoi pas 2 générations avec 2 petites chaudières en cascade, une qui sera à condensation gaz, qui fera le chauffage plus l'eau chaude sanitaire, et peut-être une autre qui sera pas à condensation et qui coûtera moins cher. On va installer des circulateurs à débit variable, on va revoir le réseau de chauffage, et on va certainement devoir remplacer des radiateurs pour des radiateurs basse température, puisqu'on a sûrement un problème sur comment dire, la puissance du réseau, ou plus exactement la température pour laquelle les radiateurs avaient été dimensionnés. Et donc là, j'ai repris un plan, bêtement, j'ai remis une barre jaune en disant ce qu'il fallait faire. Et vous voyez, dans ma présentation, j'ai rajouté 3 slides. Oh, de mémoire, ça m'a pris une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon, c'est un petit boulot spécifique, mais comme là, il nous attendait spécifiquement là-dessus, quand j'ai commencé le DEPC, le gars m'a pris une demi-heure, 3/4 d'heure en nous disant, notre problématique, c'est ça, on sait qu'il faut qu'on change les chaudières. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller sur la stratégie à prendre? Donc là, pas le choix que de faire ça. Sinon, globalement, on n'a pas à faire ce genre de choses. Là, on apporte un plus.
Donc là, on a vu la présentation, la présentation, le scoring et le plan d'action. Alors, je ne l'ai pas dit, je reviens juste un peu en arrière. J'ai pas dit que donc là, on présentait les critères d'éligibilité, enfin pas les critères d'éligibilité, je vous dis une bêtise, les critères pour lesquels ça a un intérêt de réaliser ces actions, ces priorités et la quantité d'économie d'énergie qu'on peut espérer. C'est des économies d'énergie sur le chauffage ou sur l'électricité. Et on y met le coût unitaire en face lorsqu'on sait le calculer, puisqu'on on a des listes de prix de travaux. Alors on ne le fait pas pour tout ce qui est remplacement de chaudière, parce que là ça devient très compliqué. Dans ce cas-là, on propose une entreprise partenaire. Et puis on va intégrer les C2E partout où il y a des C2E. Donc, vous voyez, pour l'isolation des combles, là j'ai retiré la partie C2E parce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas rebénéficier de C2E. Voilà, je reviens aux fiches actions. Donc là, je vais juste en présenter deux. La fiche action, elle est souvent présentée un peu de la même façon. Donc on va rajouter une ou deux photos de l'existant, donc qui sont issues du DEPC. Et donc là, c'est sur une fiche mise en place de robinet thermostatique. Donc on a une présentation de l'ADEME qui vous dit à quoi ça va servir et à quelle économie d'énergie on peut s'attendre, quelle quantité d'économie d'énergie, 3 à 5% sur la régulation, sur le chauffage. En l'occurrence, là, on va avoir l'existant. Donc, on explique que là, il n'y a pas de robinet thermostatique où ils sont cassés. Donc, on y met la note C. Et on a fait 3 propositions de type de robinet thermostatique, dont je dirais le classique. Un robinet thermostatique qui est plutôt adapté aux ERP, qu'on va privilégier, bien sûr. Les ERP, c'est les établissements recevant du public. Donc, ça, c'est un acronyme à connaître. Et l'avantage de ces robinets thermostatiques, c'est qu'ils fonctionnent avec une clé. Donc les élèves, les professeurs, personne n'y touche, quoi. Une fois qu'on a fait le réglage, qu'on a réglé, normalement la température de consigne, c'est entre 2 et 3. Une fois qu'on a réglé et qu'on est satisfait de cette température, on n'a pas à le modifier tout le temps, sinon ça désorganise les températures sur le réseau de chauffage. Et on en a un autre qui est plus moderne, qui lui pourrait être connecté, notamment si on met une GTB, qui pourrait être une option également intéressante. Et qui va avoir, une sonde de température, qui va avoir des détecteurs d'ouverture de fenêtres, et donc qui va pouvoir couper la température du radiateur lorsqu'il détecte une fenêtre est restée ouverte trop longtemps, et puis qui va pouvoir être connecté. Voilà. Dessous, on va avoir, pour l'obtention des certificats d'économie d'énergie, deux tableaux. Un premier qui est sur les critères d'éligibilité à respecter pour les C2E, donc c'est la performance du matériel. Alors, en l'occurrence, sur les robinets thermostatiques, il n'y a pas de critères d'éligibilité. Et le deuxième tableau qui va nous rappeler les éléments que l'on devra retrouver dans le devis et la facture, donc des éléments propres à l'obtention des C2E. Donc c'est marque modèle des robinets thermostatiques, le nombre de robinets qui sont installés, et la surface chauffée des bâtiments. Je montre une deuxième fiche action. Donc on va retrouver en haut à droite les critères pour lesquels c'est intéressant de réaliser cette opération, donc mettre en place une ventilation performante. Là, en l'occurrence, il y a une ventilation mais qui est HS, donc on leur dit vous la réparez ou vous la remplacez. Si vous la remplacez, on vous conseille d'aller sur une simple flux modulante, hygroréglable. Donc la recommandation toujours ici. Et puis les 3 options, simple flux à débit constant, simple flux modulante et simple flux et double flux. Les critères d'éligibilité, donc là un peu plus complexes, selon le type de VMC qu'on va mettre en place et les éléments à respecter sur le devis. Donc voilà, toujours ces mêmes type de fiches actions. Des fiches actions, on en a déjà fait une trentaine, je pense, et puis on a les autres fiches à venir. Enfin, on va finir avec les annexes. Donc, comme je disais, au jour d'aujourd'hui, il y a 5 annexes qui vont apporter de la matière sur certains sujets. Donc, en fonction des questions des clients, on peut également les approfondir. Donc, je dirais
Première annexe qui est sur 2 pages, qui donne lieu à des notions d'éclairage. Vous savez que maintenant, il faut presque être ingénieur pour choisir une ampoule sur l'éclairage. Enfin, ça devient un peu compliqué entre la puissance, le flux lumineux en lumen, enfin la quantité de lumière qui sort de l'ampoule ou de la lumière qui se, comment dire, qui se mesure en lumen, la température qui se mesure en Kelvin. Voilà. Et puis après, des solutions qui peuvent être ce qu'on appelle une solution qui va être dimmable ou grammable. C'est pas, gradable, pardon, c'est pas très joli, mais ce fait de pouvoir moduler la puissance d'un éclairage en intérieur ou en extérieur, les interrupteurs crépusculaires, les horloges astronomiques. Ensuite, on va avoir le type d'éclairage qu'on va rencontrer en intérieur et en extérieur. Donc ça qu'il faut bien connaître. Ensuite, on va avoir en annexe 2 une stratégie sur l'éclairage. Et donc là, c'est pareil, je vous conseille de bien l'apprendre. C'est-à-dire, en premier lieu, d'abord, on remplace par des modules LED partout où on peut. Dans tout ce qui va être WC, enfin sanitaire, couloir, on va installer, et les escaliers, on va pouvoir mettre des détecteurs de présence ou des interrupteurs avec des temporisations. On va avoir un raccordement sur la GTB qui va être possible pour faire des extinctions ou contrôler un petit peu le niveau d'éclairage et éteindre des choses à partir d'une certaine heure qui auraient été oubliées éventuellement. On va pouvoir mettre des solutions gradables dans certains cas, par exemple des bureaux ou à l'accueil, si on veut améliorer la performance de l'éclairage et améliorer la qualité de vie intérieure également pour les occupants. Et là, le dernier slide qui explique pour les éclairages extérieurs, et on en a quand même pas mal, à peu près tous les établissements scolaires ont un éclairage extérieur quelque part. Donc vous voyez, maintenant on n'a plus le droit d'installer ce type de boule qui éclaire autant le ciel que le sol. Même ceux-ci sont à déconseiller, il faut vraiment aller sur des choses qui n'éclairent que le sol et puis en plus n'éblouissent pas. Donc voilà ce type de conseil qu'on peut leur apporter avec des explications. Ensuite, je vous laisserai regarder les dernières, donc une sur les conforts thermiques, une sur les notions de ventilation avec tout ce qui est le renouvellement de l'air intérieur qui va toucher aussi bien l'humidité, le taux de CO2, le radon et les composés organiques volatiles. Donc ça, il faut être au clair là-dessus pour pouvoir donner quelques explications. La différence entre aération et ventilation, on a des guides de l'ADEME qui sont très bien faits, qu'on laisse en lien, donc c'est téléchargeable par le client. Là, on a un schéma qui va nous expliquer qu'en fait, les bâtiments, plus on les isole, plus ils vont être performants en termes de consommation d'énergie, donc c'est la courbe rouge qui va diminuer, plus on va avoir des besoins de renouvellement d'air avec des ventilations mécaniques contrôlées, des VMC. Donc avant, en gros, quand on avait une passoire énergétique et il y avait de la fuite partout en air, donc on avait du mal à le chauffer, mais le bâtiment était très peu étanche et on n'avait pas beaucoup besoin d'installer des VMC, alors que maintenant, on est de plus en plus sur des bâtiments qui ressemblent à des cocottes minutes, et donc il faut aller vers du renouvellement d'air qui soit contrôlé, qu'on puisse le dimensionner comme il faut, l'arrêter quand il n'y a personne, le remettre en route avec des puissances plus importantes dès lors qu'il y a du monde. Voilà le sujet. Ensuite, un sujet qui explique la différence entre VMC simple flux et double flux. Et enfin, le dernier sujet qui est un gros sujet aussi, pour l'instant il n'y a qu'une seule slide, mais peut-être qui nécessitera que je fasse une petite vidéo juste sur celui-ci, qui va parler de la sensibilisation des usagers et comment engager des élèves et des professeurs dans une démarche de développement durable donc là, on sort du cadre juste des économies d'énergie et on va aller beaucoup plus loin, parce qu'on parle des éco-gestes. Et sur les éco-gestes, ça touche les achats, comment on fait des achats, le fait d'acheter local, d'acheter bio, d'acheter avec des matériaux qui sont durables, d'acheter du matériel qui va pouvoir être réparé plus facilement. Voilà. On parle des économies d'eau, on parle du gaspillage alimentaire, on parle du tri des déchets, on parle des transports doux à vélo ou en bus. Voilà, on parle de
ces choses-là, la méthodologie qu'il y a à mettre en place. Là, j'ai mis 2 guides qui ont été réalisés par l'ADEME, qui sont très bien faits, dont un sur les éco-gestes au bureau. Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment beaucoup les intéresser. Et puis la semaine du développement durable, qui est toutes les actions qui peuvent être engagées lors d'une semaine du développement durable pour lancer une démarche. Et j'ai mis en face quelques exemples de nudge. Le nudge, si vous ne savez pas, ça veut dire coup de pouce en anglais, qui est une façon d'orienter, de faire de l'affichage qui va incidemment aiguiller les usagers vers un choix ou un autre. Donc là, j'en ai pris 2 qui concernent les économies d'énergie. Donc là, c'est dans un établissement où il y a un ascenseur juste à côté. Et vous voyez, ils ont mis des flèches avec des calories. Et donc, la personne qui voit ça, qui se dit qu'il ferait bien qu'elle fasse un peu de sport ou chose comme ça, ben, elle va dire, je ne vais pas prendre l'ascenseur, je vais prendre l'escalier, puisque comme ça, je vais pouvoir m'entretenir un petit peu, si je puis dire. Et puis le deuxième, ben, vous voyez, on a sur les interrupteurs, ben, ou une centrale à gaz, ou une raffinerie pétrolière, et qui laisse entendre que, ben, ok, si on appuie sur le bouton, et ben, quelque part, on va puiser dans des ressources ou de pétrole ou de gaz. Alors nous, en l'occurrence, c'est aussi du nucléaire, mais voilà, en tout cas, le symbole est fort, et du coup, ça donne un peu de responsabilité aux usagers. Donc voilà pour la présentation. Hop, pardon, voilà, je retire ça. Voilà pour cette présentation et les arguments qu'on peut utiliser lorsqu'on présente le DEPC et le score. Et donc comme ça, on est au clair sur à quoi ça sert chacun des trucs, qu'est-ce qu'on va y retrouver et quelle est la logique, comment on fait cette démarche. Voilà.